Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 30 mai 2022, dernier jour du mois de mai, du joli mois de mai, et premier jour d'une semaine que nous voulons pleine d'infos et d'analyses à votre service. Nous sommes le lundi 30 mai, je le disais, c'est-à-dire à 13 jours du 12 juin, premier tour des élections législatives parmi les plus déterminantes de l'histoire de la Ve République. Des législatives que nous couvrirons grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos dons. Souvenons-nous, il y a quelques semaines encore, nous n'étions pas sûrs de passer l'été. Pas parce que notre production ne rencontrait plus un public nombreux de plusieurs millions de spectateurs chaque mois, mais parce que le modèle que nous avons choisi, un média accessible à tous et à toutes, et financé pour l'essentiel par ceux d'entre vous qui lui accordent assez de valeur pour attribuer leur contribution, malgré l'absence de frustration pour ceux qui ne payent pas, et ce modèle ne fonctionne que si nous avons une communauté nombreuse d'abonnés citoyens. Nous avons atteint le nombre de 10 000 abonnés et notre objectif est désormais de 15 000 abonnés. Si nous atteignons ce palier, nous ne ferons pas que survivre, parce qu'aujourd'hui nous survivons. Nous pourrons recruter en CDI des journalistes aujourd'hui contraints à la précarité, par exemple. Bref, continuons l'effort. Abonnez-vous, faites des abonnés, bâtissez avec nous la première société coopérative d'intérêt collectif du paysage audiovisuel français. La matinale du Média TV, épisode 147, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlerons des législatives qui viennent avec un candidat et sa suppléante. Carlos Bilongo et Ophélie Sauger vont à l'assaut de la 8e circonscription du Val d'Oise pour le compte de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ce sont deux profils atypiques que je m'apprête à recevoir. Carlos Bilongo a été élève en difficulté et coach sportif, notamment d'Aya Nakamura. Il est aujourd'hui militant associatif dans sa ville de Villiers-le-Bel et professeur d'économie et de droit dans le secondaire. Quant à Ophélie Sauger, elle est professeure d'italien également dans le secondaire. Les deux nous parleront de leur parcours, de leur engagement social et politique, mais aussi de l'actualité. Nous évoquerons également l'actualité de ce week-end, c'est-à-dire le chaos proprement hallucinant qui a caractérisé l'organisation à Paris de la finale de la Champions League. Violence policière aveugle, incivilité et improvisation totale. J'en discuterai avec Noam Anouar, fonctionnaire territorial, ancien policier, essayiste, auteur notamment du livre « 100 conseils pour votre sécurité » aux éditions Talma Studio. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Belle diversité à la une de nos quotidiens aujourd'hui. L'Humanité met en lumière un sujet évoqué sur ce plateau dans la matinale de mardi dernier, la crise des urgences. Urgence en péril, alerte le quotidien d'inspiration communiste qui ajoute que 120 hôpitaux sont concernés. Appel aux bénévoles, fermeture temporaire, nombre de services sont condamnés à bricoler pour pallier le manque de moyens, constate l'UMA. Le Monde, dans sa dernière édition, datée de dimanche et lundi, mais sortie samedi soir, s'appesantit sur un sujet, un concept de Jean-Luc Mélenchon, repris entre les deux tours de la présidentielle par Emmanuel Macron. Comment penser la planification écologique, titre Le Quotidien, qui donne la parole à de nombreux intellectuels, notamment l'historien Éric Monet, qui évoque une réorientation des flux financiers comme après la Seconde Guerre mondiale, et aussi l'économiste Michel Aglietta, qui ouvre la piste d'un nouvel instrument financier qui n'a pas l'air si nouveau que cela, un système de bonus-malus sur les prix du carbone. Bref, une incitation de marché assez classique au final. Ukraine, l'unité de l'Europe au défi d'une guerre longue, c'est le titre du Figaro de ce matin. Le Figaro qui indique que les 27 qui doivent se réunir aujourd'hui divergent sur un projet d'embargo sur le pétrole russe. Méga champ voltaïque, panneau colère, titre Libération, qui précise que la construction du plus grand parc photovoltaïque en Gironde, plus grand parc
photovoltaïque d'Europe suscite le rejet de certains militants et écologistes. Le quotidien de centre-gauche évoque aussi les violences de ce week-end au Stade de France. Son titre de une, Violence au Stade de France, retour sur un fiasco policier. Dans la presse indépendante en ligne, on note que Mediapart revient sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, la France gagne le trophée de l'incompétence, titre le journal. Mediapart parle de boomerang du tout répressif français dans les stades. En attendant les résultats d'une enquête effectivement indispensable, les causes structurelles du fiasco n'ont rien d'énigmatique, écrit Mediapart sous la plume du journaliste Ilyes Ramdani, qui écrit, et je le cite, « Le nombre de supporters avec billets, il était évidemment connu, banalement lié à la capacité du Stade de France. Le nombre de personnes sans billets, tout indiquait qu'il serait important. Les services de renseignement avaient par exemple estimé à 50 000 le nombre de fans de Liverpool qui se rendraient à Paris sans le sésame d'entrée. Le risque que certaines personnes tentent de pénétrer dans le stade sans billets, il était tout aussi connu un an après une finale de l'Euro où le cas de figure s'était présenté au stade Wembley de Londres. Malgré tout cela, sur un site de Saint-Denis qui accueille des événements de ce type depuis 25 ans, face à une foule ostensiblement disciplinée, l'organisation française a brillé par sa faillite. À cela, les autorités ont ajouté le déshonneur d'une communication indécente. Une autre spécialité locale, fin de citation, on parlera notamment de cette communication indécente avec notre deuxième invité, Noam Anouar. Le quotidien de l'écologie Reporter titre de son côté « L'inflation s'envole, le Royaume-Uni taxe le secteur pétrolier et gazier ». Boris Johnson est pourtant loin d'être un gauchiste, même s'il est chevelu. De fait, le nouveau paquet d'aide en direction des plus pauvres, qui est d'un peu moins de 18 milliards d'euros, sera financé par une taxe de 25% sur les bénéfices des entreprises de pétrole et de gaz ayant réalisé, je cite, « des profits extraordinaires depuis le début de la guerre en Ukraine et la hausse des cours ». Bon à savoir, l'ONG Greenpeace réclamait une taxe d'au moins 70%. Et pour finir avec la presse indépendante, le site de la revue Regard revient sur l'élection présidentielle en Colombie. Gustavo Petro, candidat du Pacto Histórico aux portes du pouvoir, s'interroge. Regard. Le Pacto Histórico est une large coalition de gauche et Gustavo Petro, ex-guerrillero, a obtenu au premier tour, on l'a appris tard cette nuit, plus de 40% des suffrages. Il affrontera le 19 juin pour le second tour le candidat indépendant Rodolfo Hernández, surnommé le Donald Trump colombien. Bien entendu, nous reviendrons dessus. Le célèbre philosophe et économiste Frédéric Lordon, figure intellectuelle centrale de la gauche radicale, ira-t-il voter lors des élections législatives qui viennent? Suit-il avec intérêt ou avec indifférence la campagne de la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Le 22 mai dernier, il était présent au restaurant Le Lieu-dit pour le petit salon du livre politique. Et lors de son intervention, qui a été mise en ligne ce week-end, il a pu donner l'impression de regarder la nouvelle coalition de gauche d'un air goguenard. Moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un tweet de Manon Aubry qui dit « Ah, NUPS, un programme de rupture avec l'UE néolibérale ». Ah, mais je ne sais pas qui est son dealer à elle, hein, mais... Enfin, si c'est Saint-Maclou ou Mondial Moquette, mais en tout cas, c'est pas du pétard de jeune fille. Hein. Vous voyez, là, c'est... Et non, alors, je suis bien désolé, mais ceci n'arrivera pas. Ah bon, du coup, on fait quoi les 12 et 19 juin prochains? On va à la pêche? En réalité, Frédéric Lordon, comme à son habitude, part d'une sorte de provocation rhétorique pour introduire des nuances dans le débat classique entre les réformistes radicaux type France Insoumise qui croient en la révolution démocratique et celles et ceux qui s'inscrivent dans une militance strictement révolutionnaire
qui passe avant tout par la mobilisation des masses et la perspective de la lutte des classes. Et dans le cas qui nous concerne, il tente d'établir un distinguo entre deux concepts, la gestion néolibérale et les structures néolibérales. Rompre avec le néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose? Alors, pour moi, ça veut dire deux choses qu'il faut, je pense, distinguer. Elles ne sont pas complètement indépendantes, ça va sans dire, hein, mais en première approximation, il faut les distinguer. Ça peut vouloir dire rompre avec la gestion néolibérale, ou ça peut vouloir dire rompre avec les structures néolibérales. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, j'indique immédiatement mes réponses. Pouvons-nous espérer de rompre avec la gestion néolibérale? Oui, en partie. Pouvons-nous espérer de rompre avec les structures néolibérales? Non, pour l'essentiel. Bon. Alors, j'attaque dans l'ordre. Gestion néolibérale. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la gestion néolibérale? Eh bien, je dirais, c'est, à l'époque néolibérale, la logique générale de l'action publique. C'est son esprit, si vous voulez. Alors, comme c'est un terme un peu filandreux, je vais dire plutôt c'est son ethos. C'est l'ethos qui oriente l'action publique. Alors, l'ethos, c'est un ensemble de dispositions, d'inclinations, de schèmes, de principes de vision du monde, d'évidence spontanée, etc., mais qui informent très profondément les politiques publiques. Et alors, en l'espèce, c'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est le parti pris de la remise maximale au marché, donc le parti pris de la déréglementation par opposition à tout ce qui est de l'ordre de nationalisation, ou socialisation, ou communalisation. Et, deuxièmement, et c'est là que ça tourne au grotesque, c'est l'imitation des manières du marché pour tout ce qui n'a pas été remis au marché et qui a été conservé à l'intérieur du périmètre public. Soit, plus précisément, l'économicisation générale de toutes les politiques publiques, entièrement soumise à l'objectif de minimisation des coûts, dans la perspective d'un contrôle purement quantitatif de la dépense publique saisie comme une masse consolidée, agrégée, indifférenciée, sans qualité, à son tour dans la perspective du contrôle de la dette publique sous l'aimable surveillance de l'Union européenne et des marchés de capitaux. C'est ça la gestion néolibérale comme esprit ou comme ethos. Bon. Et alors là, vous voyez que le propre du néolibéralisme comme gestion, c'est d'avoir détruit l'ethos public des politiques publiques et d'avoir doté les politiques publiques d'un nouvel ethos qui est un ethos privé, un ethos de marché, quasi capitaliste. Là-dessus arrive la proposition NUPS. Et cette proposition, c'est celle de réinstaurer ce minimum tautologique, mais qui a été démoli, de réinstaurer un ethos public des politiques publiques. Et, sous réserve de jusqu'où ça peut aller, ça c'est une rupture, c'est certain. La NUPES ou NUPS peut donc, selon Frédéric Lordon, remettre en cause la gestion néolibérale. Mais écoutons maintenant ce qu'il dit de sa capacité à agir sur les structures néolibérales. Par structure néolibérale, on peut entendre tout ce qui détermine la configuration présente du rapport de force entre le capital et le travail, et plus largement du rapport d'emprise du capital sur toute la société. Et en particulier le rapport d'asservissement des politiques publiques aux finalités du capital. Ici, synthétiquement, l'Union européenne, via le régime commercial du libre-échange, c'est-à-dire l'impératif sans fin de la compétitivité, le régime de parfaite liberté des investissements directs à l'étranger, alias l'open bar pour les délocalisations, le régime de la déréglementation financière, bon, qui dans le cas des finances publiques les expose à la surveillance des marchés de taux, mais qui d'un autre côté, et c'est l'effet principal, installe le pouvoir des actionnaires sur la production privée, fait valoir le primat de la rentabilité actionnariale et transforme le salariat en variable d'ajustement. Tout ça est très connu. Et tout ça reste parfaitement hors de portée de NUPS. Mais tout ça, c'est l'essentiel, précisément. Si on ose une comparaison peut-être hasardeuse, la NUPS ou NUPES est comme un chauffeur qui peut choisir à la marge s'il ralentit ou accélère un peu, s'il prend une pause ou s'il s'épuise au volant. Mais il ne peut pas changer les fonctionnalités de la voiture, choisir de changer de chemin ou se passer de carburant à un moment donné. À la question « Que pouvons-nous espérer de la NUPS ?», ma réponse c'est rompre avec la gestion néolibérale, ce qui est déjà pas mal, mais pas plus. Voilà. Si on veut plus, rompre avec les structures néolibérales, si on veut plus, il faudra mettre plus.
c'est-à-dire plus que de la majorité parlementaire, en effet. Un mouvement social et qui bouscule, en sachant que ça, je veux dire la rupture avec les structures du néolibéralisme, c'est le point où s'ouvrirait un affrontement potentiellement majuscule et très probablement divergent, car les structures du néolibéralisme, c'est l'agencement dans lequel se trouve inscrite et verrouillée l'emprise totale du capital sur la société. C'est donc un truc que le capital ne lâchera pas comme ça. Là, ça tournera à la guerre à outrance. Et à l'évidence, NUPES n'est pas armé pour ça. Ce n'est pas son profil, ce n'est pas son objectif. Donc là, il y a pour moi, le point limite, véritablement, il est là. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il dit NUPES n'est pas armé pour ça, je pense directement aux pontes du Parti socialiste qui sont dans la nouvelle coalition de gauche, qu'on n'ose pas encore dire pluriel, et qui ont une culture strictement gestionnaire de la chose publique. Mais bon, je m'égare peut-être. Pour en revenir à Frédéric Lordon, il considère que la perspective électorale et la victoire éventuelle de la NUPES ou de NUPES, c'est une bonne nouvelle si elle débouche sur quelque chose de plus grand, hors du cadre strictement électoral. En gros, la révolution. À l'époque, bon, c'était en 2019 que je me suis livré à cet exercice, un gouvernement Mélenchon qui arrive au pouvoir avec le projet de faire quelque chose de significatif, par significatif entendre au-delà de la simple rupture avec la gestion néolibérale, effectivement, ça se passait très très mal. Ça se passait très très mal et ça nous projetait immédiatement vers un point de bifurcation que j'ai appelé pour rire le point L, comme Lénine, où à ce moment-là, l'alternative, c'est soit on s'affale et tout est fini. Et là, pour le coup, on finit démoralisé, mais alors pour un bon moment, ou alors, il se passe autre chose. Mais un autre chose qui a pour condition de possibilité impérative qu'il y ait un mouvement extrêmement puissant, non seulement qui pousse, mais qui renverse. Et à la limite, qui finissent par renverser la totalité des institutions de l'ordre capitaliste, à commencer par celle de son État. L'intégralité de l'intervention passionnante de Frédéric Lordon est disponible sur la chaîne YouTube Apollo Mouse 2801 et je vous la conseille. Avant d'évoquer la polémique sur l'inorganisation complète qui a caractérisé la tenue de la finale de la Champions League à Paris, et avant de parler forcément du rôle de Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, on en arrive au moment où je démarre la conversation avec mes invités du jour, Carlos Martens Bilongo et Ophélie Sauger, respectivement candidat NUPES et suppléante du candidat NUPES dans la 8e circonscription du Val d'Oise, 2 candidats au profil atypique. Bonjour Carlos, bonjour Ophélie. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, quelles sont les villes incluses dans votre circonscription déjà? Parce que ça ne va pas de soi même pour les électeurs. Exactement. Donc la 8e circonscription du Val d'Oise, c'est Arnaudville, Bonneuil, Garges, Sarcelles, Est et Villers-le-Bel, complet. Rien oublié? Non, c'est bon. 5 Alors, communes. Parlons un peu de vos parcours. On commence par le candidat, Carlos Martens Bilongo. Vous avez un parcours un peu inattendu, élève en difficulté vivant à Villiers-le-Bel, coach sportif, notamment de la chanteuse Ayana Kamura par le passé, puis professeur d'économie et de droit et candidat aux législatives à 31 ans. C'est ça. Ça fait beaucoup. Comment tout cela a commencé? Pour moi, je dirais pas atypique, parce que des Carlos, il y en a beaucoup. Il y en a Atypique énormément. dans le monde politique. Ah, dans le monde politique, je pense, je sais pas. Mais je pense que des profils comme moi, il y en a beaucoup. Et il y en a aussi qui vont encore arriver. Et voilà, avant tout, moi, j'ai coaché, j'ai eu à entraîner des personnes au profil simple, les habitants, etc. C'est ce que je préfère surtout, l'humain d'abord. Et après, oui, bien sûr, j'ai eu aussi à coacher des gens très connus. Mais ce qui passe avant tout, moi, c'est les valeurs humaines. Et je pense que mon profil et mon parcours, c'est une suite logique. Alors, comment vous passez de militant associatif à militant politique? Le militant associatif, il prend des positions, que ce soit au niveau local, au niveau de la municipalité, au niveau des administrés de la commune, et même au-delà de la commune, parce qu'avec mon association et mes adhérents et mes bénévoles, avec qui on travaille en collaboration, on a fait des événements où on vient agir et pallier parfois
à des manquements du service public. On vient aussi parfois en contradiction avec des mairies ou des visions politiques. Et à ce moment-là, parfois, j'ai eu des impasses et des blocages où j'avais la conviction avec mes partenaires associatifs qu'on voulait mener un projet pour l'intérêt commun. Et quand j'ai eu des blocages, 1 ou 2, 3, 4 blocages, j'ai dit on va monter au créneau. Et mes camarades qui sont issus du tissu associatif, on est plusieurs, j'ai dit moi, je vais me centraliser et m'investir en politique pour casser tout ça et pour que ces projets qu'on souhaitait mener au niveau associatif, qu'on ne puisse plus nous dire le choix politique, ça n'a pas été voté. Carlos, le projet est intéressant, mais on verra dans 3 ans. Mais je lui dis, mais le problème, c'est maintenant, en fait. Il y a un besoin réel. On nous dit non, c'est dans 2 ans. Pourquoi? Ça n'a pas été voté au conseil municipal. Faut voir ça au département. La région. Non, c'est la Macronie. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais m'investir, alors. Je vais y aller. Et vous y allez. Alors, Ophélie, vous êtes professeur d'italien dans le secondaire. Vous êtes aussi comédienne amateur. Alors, comment arrivez-vous en politique? Comment vous décidez de vous jeter dans le bain politique? Alors moi, ça fait plusieurs années que je fais de la politique. J'ai démarré à l'université déjà, dans l'engagement politique. À l'époque, c'était à Nantes contre le LMD, aussi contre le CPE. Et en devenant enseignante, je me suis engagée dans le syndicat. Et après, j'ai pris des responsabilités syndicales pour représenter mes collègues. Et l'engagement politique est venu à ce moment-là. Donc sur plusieurs années pour tout simplement changer les choses. J'ai fait donc beaucoup de manifestations sur les différentes lois, que ce soit sous le gouvernement Hollande ou le gouvernement Macron. Je pense à la loi travail, je pense à la réforme des retraites, les réformes du lycée, notamment dans l'enseignement. Et ça m'a semblé nécessaire puisqu'on voyait que les services publics et nos acquis en général étaient attaqués. Donc c'était un engagement collectif, un engagement politique. Et pour ce qui est de l'Union populaire et de la NUPS, il se trouve que j'ai rejoint donc l'Union populaire et également le Parlement de l'Union populaire en décembre, au moment du grand meeting qu'a tenu Mélenchon le 5 décembre. Et pour être partie prenante de ce mouvement-là, avec d'autres militants qui sont le point commun entre tous ces militants, je dirais, c'est l'opposition à la politique de Macron. Que ce soit des militants associatifs, des militants politiques, il y a aussi des artistes, des écrivains, des comédiens. Et je pense que c'est ce qui nous a reliés, quelles que soient nos origines, je dirais, politiques. Et donc, à ce moment-là, cette construction-là m'a permis après, dans notre circonscription, on a milité ensemble avec tous ces militants des groupes, ce qu'on appelle les groupes d'action, pour le premier tour, pour la candidature de Mélenchon présidentielle, et à présent pour ce qu'on a appelé le 3e tour pour les législatives. Ok, la ville de Villiers-le-Bel, qui est au cœur de votre circonscription, est connue, voire marquée par les émeutes de 2007. On en parle, mais avant, on regarde un petit magnéto de contexte. À Grenaille, au lendemain de la collision entre une voiture de police et une mini-moto qui a coûté la vie à 2 adolescents de 15 et 16 ans. En ce moment, des affrontements ont lieu dans 6 communes du Val d'Oise. D'après le procureur, la responsabilité des policiers semble être écartée dans la flambée de violence de la soirée d'hier. On fait le point avec Véronique Jean. Le face-à-face ce soir encore entre émeutiers et policiers à Villiers-le-Bel. La commune vit sa 2e nuit de violence. Près d'une centaine de jeunes encagoulés jettent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de flashball et de gaz lacrymogène. Au cours de ces nouveaux affrontements, une trentaine de policiers ont été blessés. Plusieurs véhicules, dont une voiture de police, ont été incendiés. Alors Carlos, ça fait 15 ans que ces émeutes se sont déroulées, mais elles collent toujours à l'image de Villiers-le-Bel. Garges les connaît, c'est également une image de ville chaude. Quel regard vous portez sur la perception de ce qui est le cœur, en tout cas un des éléments forts de votre circonscription? Ça c'est un triste événement. Moi j'avais 15 ans, j'en ai encore la chair de poule de voir ces images. Et j'ai une pensée encore pour les 2 défunts. Qui nous manquent tous les jours, et j'ai un profond regard et une pensée pour des familles que je connais et qui sont très proches de moi. Malheureusement, voilà, aujourd'hui on est marqué
les habitants sont marqués par cet événement. Et Villiers-le-Bel est malheureusement connu pour ça. On nous renvoie toujours à cette date-là, on nous renvoie toujours à ces images-là. Mais la jeunesse et la ville demandent à être connus pour autre chose. Il faut venir et découvrir nos rues, nos habitants, nos mamans, nos papas, nos oncles, nos sœurs de la ville, nos étudiants, nos jeunes, la jeunesse. Et Villiers-le-Bel a beaucoup à revendre et à faire découvrir. Je pense que la ville de Villiers-le-Bel, ça fait maintenant 15 ans. Et c'est une très belle ville, malgré tous les mauvais côtés, dans le sens où il y a une grosse précarité. Mais on n'en est pas responsable, la précarité. Vous savez, après les émeutes de 2007, on nous a mis un grand commissariat dans la commune. C'était annoncé en grande pompe, un commissariat à Villiers-le-Bel, lui, voilà. Il y en a eu l'arrivée de la ministre, même Chirac était venu pour inaugurer le commissariat. Et 15 ans après, voilà, aujourd'hui, le commissariat est fermé, ou a juste une permanence de 8h à 17h. Pour déposer une plainte, c'est très compliqué. Pour faire une procuration, c'est compliqué. On vous renvoie au commissariat de Sarcelles. Et je pense aussi aux Gargeois, parce qu'aujourd'hui, je discute beaucoup avec les Gargeois. Et on est sur 3 grosses communes, Villiers-le-Bel, Garges, Sarcelles, où il y a un taux de criminalité qui est assez élevé. Et on a un seul commissariat. Et c'est très compliqué. Pour même les policiers, je pense à eux, les fonctionnaires de police, pour intervenir sur Sarcelles ou sur Garges ou sur Villiers-le-Bel, c'est difficile. Et quand on est une commune qui n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas une police municipale comme celle d'Enghien. Parce que la police municipale peut faire tampon sur des actions ou voilà, une tranquillité publique. Et il est là le souci, c'est qu'on est une ville sous perfusion à Villiers-le-Bel pour capter les subventions. On a beaucoup de QPV, mais QPV, quartier politique de la ville, qui font qu'on peut capter des subventions. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas eu de réponse depuis. Voilà. Il n'y a pas d'enrichissement endogène de la commune? Non, malheureusement non. Et ça, c'est la politique qui a été menée de casse sociale depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on a l'impression, nous, dans nos quartiers, dans nos villes, que Macron est venu voilà, couper, trancher la gorge, limite, parce que c'est violent, en fait. C'est violent pour nous d'avoir une seule poste pour 30 000 habitants. C'est dur pour les fonctionnaires. C'est dur pour tout le monde. Et ensuite, quand on se rend compte qu'il y a des incidents au bureau de poste, c'est parce qu'il y a une concentration d'habitants, plus de monde, plus de flux, donc multiplication des incidents. Et quand un employé de la poste fait un droit de réserve, la poste est fermée pour tout le monde, et c'est des courriers manquants, c'est plein de choses comme ça. Et quand aussi on a une défaillance aussi des transports en commun, c'est aussi compliqué pour les personnes même de mettre Villiers-le-Bel dans son CV. J'ai connu une époque où on devait mentir sur le CV. J'ai connu une époque, moi, quand je postulais, à 22 ans, 23 ans, j'écrivais que j'habitais à Agnières. J'avais pris le reste de chez ma sœur parce que je me suis dit, voilà, on a vécu ça. Et je pense que toutes les personnes de Villiers-le-Bel, qui ont grandi à Villiers-le-Bel et qui ont connu les émeutes, ont dû, voilà, sur le CV, changer l'adresse. Et ça, il n'y a pas plus violent, je pense. Parce qu'on y est, on est là, on est dans une commune, on vit dans la commune, on pense à l'égalité des chances, on dit on est en France, voilà, liberté, égalité, fraternité, mais à un moment donné, on voit que c'est pas pareil. Hein. Oui, malgré tout ça, vous gardez une certaine fierté d'être de cette ville et de l'espoir. Alors, c'est une circonscription, Ophélie, historiquement PS, tendance strauss-kahnienne, et vous allez affronter le député sortant, François Pupponi, héritier de Dominique Strauss-Kahn, qui est passé au MoDem de François Bayrou. En 2017, Pupponi est arrivé largement en tête au premier tour et avait gagné le second. Est-ce que vous êtes confiant tout de même, Carlos et vous? Alors, oui, on est confiant quand on se base sur le retour qu'on a là depuis le début de la campagne. Déjà parce qu'il y a eu un vote massif pour Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription au premier tour. On s'appuie quand même là-dessus, puisque les gens avaient envie de changement. Les gens adhéraient au programme de Jean-Luc Mélenchon et surtout à l'idée de rompre encore une fois avec cette politique macroniste qui est incarnée par donc, le député dont vous avez parlé, François Pupponi. Nous, on propose un programme, on propose des mesures concrètes sur le blocage des prix,
sur la retraite à 60 ans, sur le SMIC à 1 500 €, sur l'allocation jeunesse, sur le retrait de Parcoursup. C'est-à-dire ce que porte en fait cette population quand on parle avec eux, qui est pris à la gorge par l'augmentation des prix, des loyers, qui est pris à la gorge par ce dont a parlé Carlos, la défaillance d'une certaine manière des services publics où on ne donne plus aucun moyen. Moi, je pense aux écoles et aux collèges que je connais bien dans la circonscription. Quand on manque de profs, quand on manque de surveillants tout le temps et que les professeurs, comme ça sera le cas mardi, sont obligés de se mettre en grève pour juste demander qu'il y ait des professeurs à la rentrée devant les élèves et qu'il n'y ait pas des classes à plus de 30, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un système à bout de souffle, à une politique à bout de souffle qui n'est pas dans l'intérêt des habitants. Donc à partir de là, François Pupponi incarnant justement le programme de Macron qui est responsable de tout ça, oui, on peut penser que dans notre circonscription, les habitants, et on le voit dans les discussions, dans les retours qu'on a, ont envie d'une autre politique, tout simplement, de rompre avec ça. Donc il y a une campagne à mener, rien n'est jamais acquis, mais néanmoins, on a une base sur laquelle s'appuyer de cette opposition et de cette résistance à cette politique qui est en train de se mener et qui va se mener pendant 5 ans si on ne fait rien, puisque Macron a été réélu. Donc on a beaucoup d'échanges, on a fait beaucoup d'actions, d'ailleurs on peut le voir sur les réseaux, on fait des apéros politiques dans les quartiers, on fait des porte-à-porte, on fait des meetings, des réunions, on a beaucoup de monde qui vient à chaque fois, des gens qui veulent discuter et qui veulent que ça change. Bien sûr, il y a des gens déçus parce qu'il s'est passé au premier tour. Il y a parfois des gens qui n'y croient plus et c'est normal. Et c'est toute la discussion qu'on doit mener et on la mène sur la base de notre programme et de ce qu'on va proposer. Nous, contrairement à d'autres, on propose pas, on propose un programme. On fait pas des belles promesses. On a un programme, on a un mandat et c'est ça qu'on va appliquer. Et c'est ça le changement de politique qu'on veut faire. Est-ce que, Carlos, vous ne faites pas face à ce qu'on pourrait appeler un système Pupponi qui va au-delà du simple argumentaire politique, mais qui crée une sorte de nœud de relations et des pratiques politiques difficiles à confronter, à affronter en tout cas? Bien sûr, moi, c'est le combat, c'est David contre Goliath. Dans le sens où, dans ces communes de la circonscription, il y a c'est une sorte d'omerta, une sorte de pression. Et c'est un héritage de plusieurs années. Voilà, il a été pendant 25 ans député-maire, et là depuis 15 ans, 3 mandats donc député, et il a mis en place un système qui va au-delà de la politique. On peut pas aujourd'hui, on pourrait être mathématiquement se dire c'est joué parce que la circonscription a voté à 55% pour Jean-Luc Mélenchon, et ensuite si on prend l'ensemble des voix de la gauche, on est à 62%. Donc avec le report de voix, on peut dire c'est joué, Macron est à 15%. Mais il faut aller au-delà de ça parce que il y a l'abstention aussi qui fait mal à la France et qui peut faire mal à la circonscription. Parce que ce que je dis, moi, dans les meetings, dans les réunions publiques et dans mes échanges avec la population, c'est qu'aujourd'hui, c'est deux mondes qui s'affrontent. Deux mondes qui s'affrontent. Et si on est absent de ce scrutin, on va laisser l'occasion de dire que voilà, nos villes ont voté pour un changement au mois d'avril. Et on a juste à faire la même procédure au mois de juin, le 12 juin et le 19 juin, mettre un bulletin de vote, comme on l'a fait au présidentiel, pour changer les choses. Et il y a une volonté. Les gens ont ras-le-bol de ces petits arrangements. Les gens ont ras-le-bol de cette politique qui éloigne les gens des urnes. Parfois, je fais des porte-à-porte, on me dit non, mais j'en ai marre. C'est quoi que vous appelez les petits arrangements? Les petits arrangements, c'est comme de l'achat de voix. De l'achat de voix, de la pression. Les gens veulent voir autre chose. L'achat de voix dans votre circonscription? Dans la circonscription, oui. Le clientélisme. Exactement. Des réunions publiques qui sont réservées à des communautés, par exemple, ou à des religions. Pour moi, j'ai l'impression même que c'est apparenté uniquement à ma circonscription. C'est des choses qu'on voit, c'est rare dans d'autres circonscriptions françaises, mais chez nous, tout est possible. Mais les habitants ont émis le souhait de tirer un trait là-dessus.
Alors justement, vous êtes, Ophélie, vous êtes tous les deux enseignants dans le secondaire. Que pensez-vous de la crise du recrutement dans l'enseignement avec moins de candidats admissibles au concours de l'enseignement cette année que de places disponibles dans certaines matières et ou dans certaines académies? Et justement, est-ce que c'est une sensibilité que vous pouvez amener à l'Assemblée nationale, évoquer cette crise de l'enseignement? Alors cette crise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a été organisée. Elle a été organisée par différentes mesures. Ça peut paraître technique, mais en fait c'est très précis. C'est la première réforme qu'on a appelée la masterisation des concours, où plutôt que de pouvoir postuler à Bac+3, il fallait postuler à Bac+5, ce qui demandait à tous les postulants d'avoir 2 ans d'études supérieures à financer. Ensuite, il y a eu la non-augmentation des salaires. On a des enseignants qui peuvent commencer à 1 400 €, donc en ayant un concours et un Bac+5. Donc forcément, ça c'est pas très convaincant pour démarrer dans le métier, plus les difficultés du métier liées à l'augmentation du nombre d'élèves par classe et les différentes réformes. Donc tout ça crée un contexte où oui, on va avoir du mal à attirer des candidats pour ce métier qui devient finalement difficile, mal payé et pour lequel il faut faire en plus 2 ans d'études en plus. Par ailleurs, bon, c'est très technique aussi, mais la réforme en soi des concours fait que le concours, il est en partie désincarné, que vous devez assurer des cours en préparant votre concours, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où vous pouvez passer votre concours directement, faire un stage avec seulement quelques heures pour avoir le temps de se former. Donc comme tout est rendu difficile, forcément il y a moins de candidats. Donc en effet, sur des candidats dans notre académie, sur le premier degré, il peut manquer la moitié des candidats pour un concours. Et c'est pour ça que la rectrice a proposé un job dating, c'est-à-dire 30 minutes pour recruter un enseignant. On ne recrute pas un enseignant en 30 minutes. Et si on propose ça, ça veut dire qu'encore une fois, on n'assure pas le service public de l'éducation. Donc c'est tout à fait des choses, oui, qu'on peut porter à l'Assemblée, qui sont d'ailleurs dans le programme de l'ANUPS. Tout ça, c'est pas une fatalité. On a recruté des enseignants pendant des années, bien formés, avec un concours. Moi, à l'époque, en stage, je faisais 6 heures d'enseignement. Tout le reste du temps, j'étais formée. Aujourd'hui, les enseignants stagiaires, on leur demande de faire 15 ou 18 heures. On leur demande de faire des cours pendant leur concours. On ne peut pas préparer un concours en assurant déjà des cours en classe. C'est un métier qui s'apprend. Donc tout ça a été organisé. Tout ça a été structuré par des réformes, que ce soit sous Sarkozy et après sur le gouvernement Macron, notamment par Blanquer, notre ex-ministre Blanquer. Donc ces réformes, elles peuvent être retirées. On peut revenir au concours, on peut revenir à un recrutement qui se passe bien, on peut augmenter le salaire des enseignants débutants et ça rentrera dans l'ordre. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Ophélie, merci beaucoup Carlos et j'ose vous dire bonne chance pour le scrutin des 12 et 19 juin. Pour moi d'évoquer l'actualité qui a fait le buzz ce week-end et qui continuera d'alimenter le débat en ce début de semaine, le spectacle désolant que la France a donné au monde en marge de la finale de la Champions League qui opposait Liverpool et le Real de Madrid et qui s'est joué au Stade de France. J'en parlerai avec Noam Anouar, bien connu des spectateurs réguliers du média. Noam Anouar est fonctionnaire territorial, ancien policier et lanceur d'alerte. Avant de le recevoir sur ce plateau, Petit Magnéto. We've been here for 4 hours. 4 hours plus. We have Genuine tickets. We have tickets for the football, and they will not let us in. We're trying to get through, so got a ticket, can't get in. There's hundreds of people running around causing trouble. Somebody snatched his ticket out of his hand. When you've been caught in a crush outside a football ground, when you see little children crying because they have tear gas and pepper spray in their eyes, children being lifted out of crowds onto fences to get them out. You can't go in and enjoy a game. The result doesn't matter. I won't come to Paris for football again now. Je suis désormais sur ce plateau avec Noam Anouar, ancien policier, lanceur d'alerte, spécialiste des questions de sécurité et auteur de plusieurs essais, notamment 100 conseils pour votre sécurité, paru aux éditions Talma Studio. Alors, Noam. Bonjour Théophile. Salut, comment tu vas? Ça va, ravi de vous retrouver. La première question que je voudrais te poser est la suivante. Les troubles auxquels on a assisté ce week-end auraient-ils pu être anticipés et pourquoi ne l'ont-ils pas été? Alors pour plusieurs raisons. C'est effectivement un désastre qui prend une autre allure que ceux qu'on a connus, je dirais, dans les années précédentes.
Parce que, bon, on avait bien compris qu'Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement étaient assez peu sensibles à l'image qu'il renvoyait notamment au travers de la répression par ces dispositifs de maintien de l'ordre, à l'image qui était renvoyée au plan national. Mais là, on a quand même des conséquences sur l'image de la France au plan international, puisqu'on avait en tout et pour tout environ 350 millions de téléspectateurs recensés, et on a effectivement des conséquences qui sont quasi diplomatiques sur ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on pourrait dire déjà à l'ensemble des Européens et des gens qui nous ont observés à travers le monde, c'est bienvenue en France. Nous, on traverse cette situation depuis 5 ans. Donc effectivement, alors sur l'anticipation, moi je crois, alors j'ai toujours un regard un petit peu entre les lignes sur les événements, et je crois que les Français, mais les Britanniques sont en train de comprendre qu'il s'agit d'une mascarade. C'est-à-dire qu'on a effectivement un échec cuisant sur l'anticipation, la prise en charge sur le vif des événements, mais également une communication je dirais assez artisanale, pour ne pas dire amateuriste, en fait. Bon. Alors, j'y viens. Normalement, on a effectivement un service qui est censé anticiper les troubles à l'ordre public. On le sait, puisque depuis maintenant plus de 4 ans, on a des manifestations qui sont régulièrement interdites sur Paris pour des raisons, justement, de risque manifeste de troubles à l'ordre public. C'est à chaque fois la même raison. Donc là, on a... convoi de la liberté, etc., tout ce qu'on a eu, il n'y a pas eu de troubles manifestes à l'ordre public, mais les manifestations avaient été interdites et réprimées. Et là, la seule manifestation pour laquelle, effectivement, on a eu des troubles à l'ordre public constatée, celle-ci n'a pas été interdite, n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'interdiction. Naturellement, c'est l'UEFA qui organise, donc on n'est pas du côté de l'exécutif. C'est un énorme match, on ne peut pas dire à l'Europe entière, mais écoutez, il y a 2-3 troubles à l'ordre public, donc il aurait fallu le faire. Il aurait fallu le faire, et il aurait fallu le faire en amont, mais même si ça n'a pas eu lieu en amont, les images nous ont démontré qu'à un moment, la situation n'était plus sous contrôle. On a eu une horde de supporters qui ont forcé les accès au Stade de France. Et dès lors qu'on n'est plus en mesure de sécuriser, ne serait-ce que les abords du Stade de France, mais même l'intérieur, les tribunes du stade, il faut arrêter le match. Donc plutôt que de retarder le coup de sifflet, dès lors qu'on n'a plus la possibilité de savoir qui a pénétré à l'intérieur du stade et qu'on n'a pas pu fouiller et palper l'ensemble des personnes qui se trouvent à l'intérieur, et on le sait, mais je parle en conséquence de cause, puisque j'étais présent le 13 novembre 2015 au moment où les kamikazes ont essayé d'accéder et n'ont pas réussi, donc ils se sont fait sauter à l'extérieur du stade. Je veux dire, là, on aurait dû arrêter, on aurait dû remballer. Voilà, c'est clair et net. Bon, finalement, il n'y a pas eu d'événements graves et... Alors ça tout dépend effectivement pas de cet ordre-là, mais je veux dire ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, d'un préfet de police, d'un chef de la police locale, c'est de prendre les bonnes décisions. Donc les services effectivement de renseignement sont des services d'aide à la décision. On a une section à la direction du renseignement de la préfecture de police qui s'appelait autrefois la 10e section, qui est en charge du hooliganisme précisément. Et donc j'y viens, la communication du ministre de l'Intérieur, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, en fait, c'est pas nous les Français n'y sommes pour rien, la menace est venue de l'extérieur et c'est pour ça qu'on n'a pas... On va écouter les explications que le préfet de police a données, mais pour en rester au risque, c'est-à-dire en fait, la finale s'est déroulée dans un stade où il y avait plusieurs centaines de personnes dont on ne savait pas si... Il y avait 70 000 places à peu près. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui n'avaient pas été fouillées, dont on ne savait pas si elles pouvaient être dangereuses. Et bon, finalement, le pire n'a pas eu lieu, heureusement, mais on a envie de demander quand même des comptes à Gérald Darmanin, à Didier Lallement. Est-ce qu'on a raison d'avoir envie de leur demander des comptes ? Évidemment, mais je veux dire, on ne peut pas laisser la situation en l'état, et pas uniquement parce que les Britanniques nous le demandent. Et encore là, je pense qu'ils sont relativement sport, si je puis dire, avec nous, parce que c'est la maire de Liverpool qui écrit à Emmanuel Macron, mais en théorie, ça devrait être le Premier ministre. C'est pas on va dire que ça se limite pas à l'échelle d'une ville, en théorie. Donc je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'il y a eu des pourparlers en off et que les choses se sont réglées un petit peu de façon diplomatique. Mais en termes d'image, c'est catastrophique. Il y a des enfants qui sont gazés alors qu'ils ont leur billet. Il n'y a pas de troubles constatés sur le moment. Les policiers ne sont pas en situation de légitime défense. Dans un premier temps, la préfecture de police émet un communiqué pour nous dire qu'il y a eu des troubles, effectivement, sur la zone Stade de France, mais que sur les fan zones, ça s'est plutôt bien passé. Là, on a des images et des informations qui nous parviennent au fur et à mesure du temps, qui nous démontrent que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, ça a été catastrophique, y compris sur les fan zones, notamment sur Nation. Donc bon, voilà, je veux dire, je ne sais pas par où commencer. Là, dans le commentaire, on est sur une situation...
Bon, qu'est-ce que je peux dire, voilà. Bon, allez, on choisit une ébauche d'explication. Bon, le ministre de l'Intérieur nous dit oui, mais ils avaient des faux billets, ils étaient extrêmement nombreux, ils voulaient rentrer dans le stade. Bon, moi, en tant que policier, parce que moi, je suis un vrai policier, le ministre de l'Intérieur est un énarque, c'est un technocrate. Pour moi, une personne qui est en possession d'un faux billet, c'est pas forcément un coupable. C'est peut-être une victime. C'est peut-être quelqu'un qui a été victime d'une escroquerie, qui l'apprend au moment de pénétrer dans le stade. Il y a plus de chances que ce soit une victime, d'ailleurs. Évidemment. Donc, est-ce que ça justifie une décharge de gaz lacrymogène en pleine face, notamment quand on vient en famille? J'en suis pas persuadé. Donc, pour moi, l'explication est largement insuffisante. En tout cas, on va regarder les explications de Didier Lallement et on revient sur le plateau. Au lendemain des incidents autour du Stade de France, le préfet de police de Paris se défend dans un rapport rendu au ministre de l'Intérieur. S'il ne déplore aucun blessé grave, il pointe du doigt des erreurs dans l'organisation de l'UEFA. Les incidents constatés ont mis en évidence des failles importantes dans la gestion des supporters britanniques par les organisateurs. Comment se fait-il qu'autant de supporters se soient retrouvés bloqués aux entrées du stade, retardant le coup d'envoi de la finale? Pour le préfet, 2 explications. D'abord, les perturbations occasionnées par la grève de la RATP. Ensuite, un nombre conséquent de faux billets. Plusieurs milliers de supporters se sont présentés au point de préfiltrage, une part très importante d'entre eux étant démunis de billets ou porteurs de billets falsifiés. Ce sont sans doute 30 à 40 000 personnes qui étaient au-delà des 80 000 admissibles dans le stade dans cette situation. Au total, ce serait donc près de 120 000 personnes qui se seraient amassées autour de l'enceinte. Une surcapacité qui a obligé les forces de l'ordre à lever l'un des points de filtrage. Des centaines de jeunes en auraient alors profité, selon le préfet, pour semer le chaos. 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, profitant de la levée du point de filtrage, ont tenté de forcer le dispositif. Conséquence, le coup d'envoi de la rencontre avait été retardé de 36 minutes. Le préfet va saisir le procureur pour ouvrir une enquête sur la fraude massive aux faux billets. Alors, Noam, quel commentaire face à ces explications du ministère, du préfet de police? En gros, c'est la faute de la RATP, des supporters anglais et des jeunes du quartier. Alors, effectivement, là, en fait, en disant ça, il nous dit autre chose. Donc, il faut toujours essayer de lire entre les lignes. Bon, on a eu à Paris une somme d'infractions qui ont été commises contre des touristes, c'est-à-dire des supporters venus du Royaume-Uni, qui font aussi partie du bilan de cette journée, de cette triste journée. Donc bon, pour résumer, on a la grève à la RATP. Donc on a eu une série de vols à la tire aux halles aux alentours de 15h30. À 19h20, on a eu des vols avec violence, téléphone, sac à main, portefeuille, argent, liquide. 21h, des vols de téléphone et d'argent signalés sur le Stade de France. 22h15, une agression sexuelle signalée qui a été suivie d'une interpellation. À 23h, des violences urbaines, tir de mortier d'artifice, vol à l'arraché, vol avec violence. Donc bon, tout ça, c'est aussi à justifier. Il y a ce qu'on a vu sur les images et ce qui n'est pas visible. Donc l'idée, c'est de dire, plutôt que de dire effectivement on a sous-dimensionné le dispositif de maintien de l'ordre et de sécurisation, on préfère dire c'est la faute des grévistes de la RATP si les personnes ont stagné dans Paris et ont été victimes d'agressions en tout genre. Alors, moi je crois qu'on est en France, en 2022, 7e puissance économique mondiale. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que des personnes qui stagnent dans des enceintes de transport en commun, je veux dire, on n'est pas c'est quand même un lieu fermé qu'on peut sécuriser, donc on a les services de sécurité privés de la RATP et de la SNCF, mais on a aussi la police des transports. Donc comment est-ce qu'on n'a pas pu protéger ces gens-là, le temps d'attendre un train, quand bien même fût-il en retard, je veux dire, c'est pas une explication suffisante. Donc c'est totalement catastrophique et il fallait oser dire que c'était effectivement de la faute de la RATP. Bon, même en surface, on a vu les images, je veux dire, du côté de Bastille et du côté des jardins, des divers jardins qui ont été occupés par il n'y a pas eu d'anticipation au niveau sanitaire. Je veux dire, on a eu des déchets qui ont été accumulés comme ça dans les rues de Paris. C'était proprement dégueulasse, pardon pour l'expression. On a même un journaliste espagnol en direct qui a été agressé par un rat. Je veux dire, donc voilà, donc ce qui se profile, ce qui se dit, c'est de façon très légitime. Bon, on est amené dans un an à peu près, pour les JO, à recevoir des délégations du monde entier. Les Jeux Olympiques, c'est un village olympique, c'est des gens qui parviennent du monde entier. Moi, j'ai, en tant que fonctionnaire du renseignement, eu à travailler sur le dossier des Jeux Olympiques de Sotchi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, on a reçu une vidéo qui avait été sous-titrée en français où des rebelles indépendantistes
parce que là-bas, en Russie, bon, il y avait un problème au niveau de la Tchétchénie, mais il y avait aussi l'Ossétie du Nord, donc on avait des prises d'otages régulières, des attentats, etc. Donc, où des gens ont dit, bon, il est hors de question que les Jeux Olympiques se déroulent sur la terre de nos ancêtres, on va attaquer les délégations olympiques. Donc bon, la France... Une simulation. Ah non, c'était pas... Voilà, mais il y avait eu vraiment une vidéo de menaces et de revendications qui promettait de faire des Jeux Olympiques de Sotchi un bain de sang. Donc nous, on l'a traité, on a fait une analyse du risque. On ne savait pas si on allait envoyer notre délégation d'athlètes. Et finalement, la délégation d'athlètes française a été escortée par le RAID. Donc c'est la décision qui avait été prise. Et peut-être que justement elle a été en sécurité et qu'il n'y a pas eu d'attentat parce qu'il y avait le RAID sur place et puis il y avait aussi les forces russes. Peut-être qu'il n'y en aurait pas eu de toute façon, on ne sait pas, mais on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque. Donc bon, les étrangers qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que la vidéo va circuler, il va y avoir des replays, des reprises, etc. Posez-vous la question de savoir si les Français sont à même de protéger vos délégations. Si elles ne sont pas à même de protéger vos délégations, peut-être, faites comme nous. Faites appel à vos polices et à vos services. On ne va pas dire ça. Je pense mais là, en l'état. Alors, Théophile, non. En l'état, moi, j'ai vu des dizaines de jeunes grimper par-dessus les grilles du Stade de France et s'introduire parmi les 70 000 spectateurs présents. Et le stade n'était pas saturé. Le Daily Telegraph et la BBC nous envoyaient des images. Il y avait des portions de tribunes entières qui étaient vides. Donc, pour des raisons de désorganisation, parce que les billets étaient vendus et puis les gens n'ont pas pu accéder à leur place avec leurs billets. Donc moi, je n'ai pas la garantie qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des gens qui fassent partie d'une organisation, quoi que ce soit, qui puissent regarder ces images et dire, bon, bah, c'est bon, on va envoyer du monde. Si on a 2 types sur quelques centaines qui ont pénétré dans le stade avec des armes et des chargeurs, ils peuvent faire un carnage à l'intérieur. Donc moi, personnellement, en tant qu'adulte responsable et en tant qu'homme public, je n'enverrai pas mes enfants et ma famille assister à un match au Stade de France dans ces conditions. Je ne veux pas, c'est trop risqué. Donc ce que je veux pour moi, ce que je ne veux pas pour moi, je le recommande aux gens. Donc je demande à ce qu'il y ait une réaction assez vive du président de la République. Je veux dire, on ne peut pas laisser ça et passer à autre chose, et on ne peut pas aller aux Jeux Olympiques 2024 dans ces conditions. Voilà. Donc en gros, le problème, c'est le dimensionnement. Alors, en fait, c'est le sous-dimensionnement du dispositif de maintien de l'ordre au Stade de France, à Paris, dans les transports en commun, parce nous sommes des professionnels de la sécurité, on sait très bien que tout ne se passe pas au Stade de France, qu'il va y avoir des acheminements, qu'il y a aussi des risques dans les transports en commun, dans les surfaces d'attente, dans les surfaces de restauration, dans les fan zones. Donc tout ça, ça se prévoit. Je veux dire, on a des gens, des experts qui sont là pour penser ça, et ça n'a pas été fait. Donc, légitimement, les étrangers et les pays partenaires qui nous regardent nous disent, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller pour les JO? Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller pour la Coupe du Monde de rugby? Donc là, on nous dit oui, mais c'est la faute de la grève de la RATP, c'est la faute globalement des jeunes issus des quartiers. C'est aussi la faute des Anglais. Alors il faut savoir qu'au Stade de France, il y a une particularité, c'est que le Stade de France, on a la Seine qui traverse, qui borde le Stade de France, et on a le Franc-Moisin de l'autre côté de la Seine. Donc il y a quelques années, environ aux alentours de l'an 2010, il y avait déjà eu des problèmes de violence urbaine. C'est-à-dire que les jeunes du quartier étaient soupçonnés de profiter des matchs, des occasions de matchs et des grands rassemblements pour aller faire du vol, ce qu'on appelle du vol à la roulotte, aller piquer dans les voitures, etc., des supporters qui venaient en voiture, dans les autobus. Et il y a un pont amovible, un pont Lévis, qui a actionné chaque soir de match pour couper l'accès justement entre les quartiers sensibles et le Stade de France et empêcher justement ces jeunes d'accéder au Stade de France. Donc ça aussi, ça mérite de poser question. Comment est-ce qu'ils sont venus jusque-là, puisqu'on a investi des millions d'euros justement sur un pont amovible pour pouvoir séparer physiquement les jeunes des quartiers et les publics. Des jeunes des quartiers, la majorité des jeunes des quartiers. Alors je reprends l'expression entre guillemets effectivement du préfet de police. C'est pas moi qui le dis. Là, moi c'est le porte-parole, je veux dire, du gouvernement qui parle. Un préfet, c'est le représentant de l'État. Et puis en fait, il accuse aussi les supporters anglais. Alors il y a eu moi, c'est mon opinion effectivement, et on pourra peut-être conclure là-dessus. Je reste à ta disposition naturellement. Moi, je pense qu'il y a eu effectivement une convergence de plusieurs choses, c'est-à-dire effectivement la stagnation des voyageurs vers le Stade de France qui est en attente sur Paris. Donc, est-ce que il est bon, dans un contexte de crise sociale, de continuer à cette politique de l'autruche, et je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les personnes autistes, donc j'ai pas dit autiste, mais du gouvernement qui ne veut pas écouter les revendications des personnels de transport, ferroviaire et autres, ferroviaire, SNCF, et dire faites comme si, de toute façon on s'en fout, on discute pas, et puis voilà, tant pis pour les voyageurs. Je veux dire, on voit bien que ça a des conséquences concrètes, et heureusement qu'il n'y a pas eu d'attentat, encore une fois on le dit, est-ce que, est-ce que quelque part,
on peut accepter l'idée, parce que la plaine Saint-Denis, le Stade de France, c'est pas seulement le stade. Il y a une pépinière d'entreprises de haute technologie. Donc on a AFNOR, on a Orange, on a CGLEC, on a Alstom qui est pas très loin, etc. On accepte d'implanter une pépinière d'entreprise parce que les conditions du foncier sont favorables, mais on sait très bien que les gens qui vivent aux alentours ne peuvent pas y travailler. Ça fait presque partie du discours officiel. On a des gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent, qui s'implantent là parce que le mètre carré est moins cher, mais les gens n'en bénéficient pas, les riverains. Et idem pour le spectacle aujourd'hui. Donc on organise un match de foot, il y a des gens qui vivent partout autour et on leur dit « écoutez, c'est un peu cher pour vous, donc vous la fermez, vous restez dans votre coin, restez dans votre cité. D'ailleurs, on lève le pont pour que vous ne puissiez pas venir parce qu'on ne veut pas vous voir. Et puis, on va laisser le plaisir du spectacle aux gens qui ont les moyens de se payer des billets. Donc, est-ce que c'est réellement la France, ça ? Donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont à poser. Et il ne s'agit pas seulement de dire c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Nous, ce qu'on attend de l'État, c'est le résultat, ce n'est pas les justifications. Mais justement, est-ce que le préfet Didier Lallement doit démissionner ? Est-ce que c'est une question qui doit se poser ? Alors, je ne pense pas qu'il démissionne. Est-ce qu'il doit démissionner ? Alors, moi, je pense que ça ne se joue pas au niveau du préfet, ça se joue au niveau ministériel. Là, on est sur une crise d'ampleur internationale à ce niveau-là. Là, on est à 1 an des JO, je l'ai dit, et puis les supporters donc, anglais... La responsabilité directe de Gérald Darmanin... Elle est engagée, mais à mon avis, alors, la culture de la Macronie, si je puis dire, c'est pas de faire sauter des fusibles. C'est plutôt... le préfet Lallement a émis dans la presse, il y a environ 2 semaines, son souhait de raccrocher les gants. Je pense qu'ils vont le maintenir en poste pour ne pas laisser penser justement qu'on le met au placard à la suite des incidents. Donc ils vont le maintenir un certain temps et puis ils vont le mettre à la retraite et ils vont le remplacer. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de reconnaître que les doutes qui sont portés aujourd'hui, parce qu'on a quand même eu, on a eu les médias anglais, mais on a eu New York Times aussi, le soir même, ce qui est extrêmement rare. Ils ont autre chose à traiter que la France en ce moment. Donc, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il y a un souci. Et le souci, c'est ce qu'on dénonce, nous, au micro et à l'antenne du média, depuis des années. Je veux dire, avant, c'était les manifs, donc ça ne se préoccupait personne. Aujourd'hui, le monde nous regarde. Merci beaucoup, Noam, Merci à toi, pour ces explications et pour ce point de vue. La contre-matinale du média, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain matin, vous retrouverez ma consoeur Nadia à 8h. Et n'oubliez pas de revenir ce soir avec l'instant Porcher. N'oubliez pas non plus, si vous le pouvez, de vous abonner sur le mediatv.fr/soutien. Alors, j'ai parlé de ma consoeur Nadia, ce sera plutôt mon confrère Gémil. Alors, donc, soutenez-nous sur le mediatv.fr/soutien, ce qui nous permettra de survivre, de vivre et progressivement de grandir. À plus.